et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Christos Doulkeridis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député régional écolo et on va évidemment parler avec vous de ce qui s'est passé ce week-end. Émeute et pillage samedi soir dans le quartier à Nessens après la qualification du Maroc en Coupe du Monde. Je vous demande votre réaction. Je vous propose 3 propositions de réaction. Réaction A, c'est une bande de 300 casseurs qu'il faut sanctionner. B, ce sont des provocations policières qui tournent mal. C, mauvaise gestion policière avec des effectifs trop peu nombreux. Quelle est votre réaction ? Sans hésiter, d'abord la A, c'est-à-dire que malheureusement, le football associe trop souvent des images de hooligans, de casseurs qui profitent de moments de liesse un peu collective pour se défouler. C'est inacceptable. Ça l'est cette fois-ci comme ça l'a été toutes les autres fois. Depuis que je suis enfant et que je vais dans des stades de foot, je vois je ne sais pas comment appeler, ces hooligans qui se défoulent et qui en profitent pour casser de manière un peu anonyme parce qu'ils sont mêlés dans une foule. Ils prennent en otage finalement tout le reste de la population. Ici, en plus, ils s'en prennent à des personnes qui n'ont vraiment rien à voir, les commerçants, les habitants de ces quartiers. C'est scandaleux. Donc d'abord la A, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire aussi le reste. Il faut une enquête pour savoir comment est-ce que ça s'est passé au niveau de la police. Il y a plusieurs thèses qui circulent et moi, je n'ai pas envie de me mêler tant que l'enquête n'est pas terminée, de donner déjà des interprétations et tout ça. Mais d'abord, un message de solidarité avec les personnes qui ont été agressées ou dont leur bien a été agressé. C'est évidemment totalement inacceptable. Mais vous trouvez quand même qu'il faut poser des questions et enquêter sur comment la police de Bruxelles a travaillé ? Évidemment qu'il faut le faire. Il ne faut pas le faire en partant du préjugé qu'ils ont d'office mal fait leur travail. Moi, j'ai aussi une pensée pour les victimes au niveau de la police. Comme 22 mais blessés. C'est vrai qu'il y a des éléments qui aujourd'hui sont sans réponse. Comment ça se fait qu'ils n'ont attrapé aucun des auteurs de ce qui s'est passé? Il semblerait qu'ils aient reçu pour ordre de ne pas intervenir trop vite. Il y a toute une série de thèses qui circulent. J'ai vraiment pas envie de les commenter à ce stade, mais ce qui est évident, c'est qu'on va avoir une Coupe du Monde qui va arriver. On risque d'avoir ce type de situation qui pourrait se reproduire avec plein de publics différents. Donc, il faut vraiment qu'on soit les mieux équipés en termes de stratégie, pour faire régner l'ordre public, faire en sorte que ce type d'événement ne puisse pas se reproduire. Et donc, une véritable enquête, un vrai débat là-dessus, de manière sereine, sur base d'arguments et sur base de faits qui sont vérifiables et, je pense, importantes. Très bien. Alors parlons d'un tout autre sujet. Vous avez mis sur la table la semaine dernière une idée assez révolutionnaire puisque vous voulez revoir la nourriture dans les cantines scolaires. Une vraie révolution, comme je le disais, en rendant obligatoire le bio, le circuit court et même une option de repas végétarien dans les cantines. Alors tout d'abord, avant de nous expliquer pourquoi vous voulez absolument le faire, c'est pourquoi vous voulez rendre ça obligatoire ? C'est-à-dire que j'ai travaillé sur ce sujet pendant plus de 2 ans. Parce que je n'ai pas voulu sortir comme ça, simplement avec une idée dogmatique, en se disant il faut du bio parce que voilà. Donc j'ai travaillé sur les questions liées de l'alimentation liée à la santé, liées à l'environnement, liées sur les aspects économiques, sur la discrimination qui existe aussi entre les différents enfants, parce qu'aujourd'hui il y a des programmes qui sont facultatifs, donc il y a des écoles qui offrent du bio et d'autres pas. Comme par hasard, ce sont évidemment des écoles dont les enfants mangent déjà bio vraisemblablement dans leur famille. Les aspects liés à l'emploi de nos agricultrices, de nos agriculteurs, les questions éthiques qui sont aussi posées dans les écoles, les questions pédagogiques. Et donc, si on lit l'étude que j'ai faite finalement, qui reprend des études scientifiques, ça fait plus ou moins une vingtaine de pages. Très sincèrement, quand vous arrivez à la fin de cette étude, c'est très 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 difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne fait pas. Pourquoi est-ce qu'on n'offre pas des repas avec une qualité de type bio? Ici, on reprend bio parce que c'est un label, mais en même temps, ce qu'on veut dire, c'est pas de pesticides, pas de produits chimiques qui nous empoisonnent notre vie, celle des agriculteurs qui les produisent. Et donc, il y a vraiment très 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 peu d'arguments, moi je n'en ai pas trouvé, qui puissent nous convaincre de dire qu'on ne devrait pas aller dans cette direction. Ça, c'est sur le constat, pour aller dans cette direction. Mais effectivement, tout le monde a l'air d'accord. Mais pourquoi rendre ça obligatoire? En quoi l'obligation va rendre la chose possible? Alors, il y a 2 arguments par rapport à ça. D'abord, obligatoire parce que quand on travaille de manière facultative comme maintenant, ce sont toujours les mêmes écoles, souvent favorisées, qui ont un pouvoir organisateur ou la pression d'une association de parents qui va dans cette direction. Et finalement, les enfants, il y a d'autres enfants qui continuent à manger un peu n'importe quoi. Et je trouve que c'est une discrimination qui n'est pas acceptable. Le deuxième argument, c'est que je veux inscrire cette proposition de cantine bio avec une alternative végétarienne basée sur des circuits courts dans une logique de transition écologique de l'alimentation.
Et ici, on est plutôt dans une logique économique. Si on veut faire en sorte de soutenir nos agriculteurs, qui sont aussi en train de crever, il faut voir leurs conditions de vie professionnelle et aussi de vie privée, simplement. C'est tout à fait épouvantable et ça s'est détérioré ces 30-40 dernières années. Si on veut influencer et les encourager à aller dans une filière qui est davantage respectueuse de leur santé, de notre santé et de l'environnement, il faut qu'on travaille sur la demande. Et si toutes les écoles, c'est-à-dire, on a dans notre enseignement 900 000 élèves, si on compte l'enseignement obligatoire, plus 100 000 enseignants. Fédération Ça veut dire que là, Wallonie-Bruxelles. Fédération Wallonie-Bruxelles, plus les Flamands. Ça veut dire que là, on a une masse critique qui permet d'envoyer un message intéressant aux agriculteurs en leur disant « N'ayez pas peur d'aller dans cette direction. Parce que nous, on préfère travailler avec vous, si vous travaillez avec des produits qui sont sains, plutôt que de travailler avec l'industrie agroalimentaire qui fait venir des produits d'un peu partout dans le monde, même quand ils sont bio. » Et quand on vous dit que le bio, c'est trop cher. Et bio et circuit court. Alors quand on vous dit que le bio est trop cher, qu'est-ce que vous répondez? Ça va coûter plus cher aux parents. Je suis d'accord que dans une première étape, si on regarde les choses comme ça au moment de l'achat et tout ça, ça a l'air plus cher. Mais il faut mettre ça en perspective si on réfléchit du côté des pouvoirs publics, avec le coût des maladies qui sont entraînées par la malbouffe. Et ces coûts sont beaucoup plus importants. Il faut savoir que les maladies qui sont liées à une mauvaise alimentation, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, qui produit des maladies cardiovasculaires, ou le diabète, ou certains cancers, sont les premières causes de mortalité dans le monde. Dans le monde. On a des reportages partout pour vous montrer des accidents de voiture ou d'autres où on voit des décès. Non, la première cause de mortalité, c'est ce type de maladie. Si, à un moment donné, on ne se rend pas compte qu'il faut vraiment inverser la tendance, et il faut le faire de manière massive, d'où la question de l'obligation, on va continuer à diagnostiquer que ça nous coûte extrêmement cher. Et là, c'est les finances de la sécurité sociale qui en pâtissent. C'est aussi un coût, donc un surcoût, qu'on pourrait éliminer tout en permettant de mieux manger. Donc c'est une vue à long terme. Mais vous voulez aussi insister sur l'éducation au marketing alimentaire et la lutte contre le gaspillage. Hein. Ça doit aussi se trouver dans les écoles. Et il y a des initiatives, il faut être honnête, la région bruxelloise notamment prend des initiatives pour pouvoir encourager des écoles à travailler sur le gaspillage alimentaire notamment. Encore une fois, ce sont les écoles qui sont déjà sensibilisées qui vont aller dans cette direction. Watermal-Boisfort a un très bon cahier des charges pour ses cantines scolaires. C'est aussi à Watermal-Boisfort qu'on trouve une école qui s'est engagée dans le programme qui a été mis en place par l'actuel ministre de l'Environnement et qui fait en sorte qu'ils ont vraiment diminué le gaspillage. Ça veut dire que quand on diminue le gaspillage alimentaire, on diminue aussi le coût de l'alimentation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on rentre dans une cantine avec 4 assiettes, il y en a une qui va d'office dans la poubelle. Parce qu'il y a ce gaspillage alimentaire que toutes les études montrent. Ça veut dire qu'on sait déjà faire, par rapport au surcoût du bio, faire des économies si on travaille clairement et de manière volontaire sur la question du gaspillage alimentaire. C'est un autre exemple, outre les conséquences sur l'environnement qui sont évidemment catastrophiques quand on voit le nombre de personnes qui ne mangent pas à leur faim de manière quotidienne. Pourquoi encore manger bio? Je suis désolé, j'en parle, mais ça me tient vraiment à cœur. Il faut savoir que pour beaucoup de familles, avoir un repas équilibré par jour, ce n'est pas le cas. Quand on regarde toutes les analyses sur l'état de la pauvreté et des enfants qui sont dans des familles pauvres, 1 sur 4, il y a une campagne pour le moment qui en parle régulièrement dans le média, si l'école peut offrir au moins un repas équilibré par jour de manière abordable dans ces cantines, ça veut dire au moins que ces enfants auront la possibilité d'avoir ce type de repas équilibré dans leur journée. Je pense que c'est un enjeu qui en vaut vraiment la peine, c'est un enjeu politique, et même s'il y avait un surcoût, et moi je dis que globalement ce sera des économies, il faut l'assumer politiquement. Alors, pour terminer, on va quand même parler d'Ixelles, puisque vous êtes candidat bourgmestre à Ixelles. Est-ce que ça veut dire que, dans le cadre du décumul, vous abandonnerez le régional pour le local et le communal ? Oui, évidemment. Si je prends un mandat exécutif, d'abord, rappeler que, comme j'étais député ou ministre, j'ai été élu en me présentant à la dernière place, en disant clairement aux électeurs que ce n'était pas pour siéger, mais j'ai quand même été élu. J'ai chaque fois démissionné. Aux 2 dernières élections communales, j'ai chaque fois cédé mon poste parce que je l'avais clairement annoncé, je ne voulais pas cumuler. Ici, si je prends un mandat exécutif à Ixelles, et j'espère qu'on pourra le faire parce qu'il y a aussi un projet d'ouverture, on a appelé cette campagne Ixelles XXL pour dire ouvrons-nous.
Il y a un potentiel extraordinaire dans cette commune, avec plusieurs universités, les institutions européennes, des forces vives, des gens qui ont des projets extraordinaires dans la plupart des quartiers. Il faut co-construire, apprendre que la politique, ça n'appartient pas aux mandataires. Il faut travailler avec les gens. Et donc, si on peut aller dans cette direction et que les citoyens nous font confiance, évidemment que je ne cumulerai pas. Merci Christos Zoulkeridis. Demain, Stéphanie Meyer recevra Hamza Fassifiri. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.